Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 3 octobre. La nouvelle mobilisation sociale s'est tenue ce jeudi à Vitry-le-François. Après un rassemblement le 18 septembre, les syndicats sont de nouveau descendus dans la rue pour protester contre la réforme des retraites et réclamer un budget plus juste. Dans la vallée de l'Ornain, les rails abandonnés depuis plus de 10 ans pourraient bientôt retrouver une seconde vie. L'Andra prévoit de réhabiliter 36 km de voies ferrées meusiennes pour acheminer les déchets nucléaires jusqu'au site de stockage de Bure. En 2023, Jean Chauvelot avait croqué les rues de Saint-Dizier avec ses crayons. Il avait aussi essayé de mettre en avant les habitants et le quotidien. Ce soir, l'auteur de bande dessinée revient pour présenter le fruit de son travail. Ça s'appelle Chronique Bragarde. Un point rapide sur la météo. Dans nos départements, la grisaille s'impose largement avec un ciel bien couvert et des températures fraîches. Comme vous le voyez, elles seront comprises entre 15 et 17 degrés au meilleur de la journée. Après le rassemblement du 18 septembre qui avait réuni près de 200 personnes, les syndicats de Vitry-le-François ont de nouveau appelé à descendre dans la rue ce jeudi. Objectif, dénoncer une réforme des retraites qu'ils jugent injuste puisqu'elle porte l'âge légal de départ à 64 ans, mais aussi pour réclamer un budget 2026 davantage tourné vers le social. Julien De Bruyne était sur place. Que même si Macron ne le veut pas, nous on est là et continue la lutte et on lâche rien. Une chose est sûre, le message est passé. Ce matin, à Vitry-le-François, 120 personnes ont défilé une nouvelle fois dans les rues, à l'appel de la CFDT, CGT et du syndicat Force Ouvrière. Parti de la place Leclerc à 11 h, le cortège a traversé le centre-ville, direction la place d'Armes. Devant la mairie, les syndicats ont pris la parole pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un recul social. Le budget qui avait été proposé par M. Bayrou, c'est absolument impossible d'accepter ça. Et la deuxième grande revendication qu'on a, c'est d'obtenir l'abrogation de la loi qui reporte le droit à la retraite à 64 ans. On joue notre rôle d'organisation syndicale, que ça soit la CGT ou que ça soit toutes les autres organisations qui sont dans l'intersyndicale aujourd'hui. D'autres mobilisations ont eu lieu ce 2 octobre partout dans la Marne, notamment à Reims, avec des actions qui se multiplient dans l'objectif de maintenir la pression. Ici à Vitry, le choix de terminer la manifestation devant le lycée François 1er est un message fort. L'objectif est de sensibiliser les plus jeunes, leur rappeler que le débat sur les retraites les concerne aussi directement. Les jeunes, il faut les sensibiliser, on ne les implique pas assez, je trouve, que ce soit dans l'éducation nationale. On parle peu en fait de ces problématiques de terrain, alors que ça les concerne, hein, la retraite à 64 ans. Pour le moment, ils ne sont pas rentrés encore dans le monde du travail, mais lorsqu'ils vont y être, forcément, ils vont constater que ce n'est pas si facile que ça. Ce nouveau rassemblement a moins mobilisé que le précédent. Ils étaient environ 80 de moins, selon les syndicats. Allez, on lâche! Depuis quelques années, l'Andra et son projet CIGEO à Bure sondent les anciennes voies de chemin de fer de la vallée de l'Ornain. L'objectif futur sera d'acheminer les déchets nucléaires à travers la Meuse jusqu'au site de stockage. Mais voilà, cette voie ferrée passe par des villages et parfois même des jardins. Le projet ne fait donc pas l'unanimité, comme nous le montre Léo Martin. Des rails au milieu de la végétation, mais d'ici quelques années, ce sera une voie ferrée toute neuve. Pourtant, la ligne 027 000 est à l'abandon depuis une dizaine d'années. Elle relie Nançois-Tronville à Gondrecourt-le-Château. Une fois réhabilitée, cette voie va permettre à CIGEO d'acheminer des matériaux de construction, puis les déchets nucléaires vers son site d'exploitation à Bure. À Abbainville, le maire se souvient encore de l'ancienne voie ferrée disparue il y a plus de 10 ans. Il y avait une Micheline, hein, à l'époque là on appelait ça l'autorail ou la Micheline qui allait sur Neuchâteau, de Nançois à Neuchâteau. Je l'ai pris même moi une paire de fois quand j'étais jeune. Mais bon, il y avait quand même pas mal de monde qui prenait le train à cette époque-là. Hein. Il y avait pas de voiture comme on a à l'heure actuelle. Hein. Les jeunes qui allaient au travail ou au collège ou sur Neuchâteau, il fallait qu'ils prennent l'autorail. Hein. Ils venaient là. Voilà. Bon, là c'est sûr que tout est en friche, ils vont avoir un petit peu de travail. Hein. Les communes ont reçu des subventions de la part des groupements d'intérêt public pour le passage des trains. Et cette maison, par exemple, a été rachetée par l'Andra pour éviter de gêner les potentiels propriétaires ou bien
la création d'une ZAD par des manifestants. Mais l'interrogation reste sur les financements reçus. On a un niveau de charge qui a augmenté et aujourd'hui, sans cet accompagnement-là, on ne bouclerait plus notre budget. Il est clair que si on n'a pas aujourd'hui de garantie sur l'accompagnement, rien n'est fiché. Si l'accompagnement n'est pas là, nous, on refusera cette ligne de chemin de fer parce qu'elle servira uniquement à l'Andra et de toute façon, pour nous, on n'aura que des inconvénients. Lorsque le centre d'exploitation sera actif, il y aura jusqu'à 76 trains par an. Mais avant, des travaux sont nécessaires. En tout, le chantier va coûter 120 millions d'euros. Dans la commune d'à côté, les rails traversent eux aussi le village et la route passante sera coupée en deux. Les jardins privés, les maisons accolées seront aussi impactés. Mais pour le maire, le problème est ailleurs. En soi, la voie ferrée, qu'elle sera utilisée, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange plus, c'est la manière dont ça a été fait. Alors on parle de concertation, je pense que c'est plutôt de la pseudo-concertation, je dirais même que c'est de l'information, puisqu'à chaque fois que des problèmes sont soulevés, eh ben, on n'en tient pas compte. On n'a jamais été consulté avant, quoi. Notamment pour le projet de développement de territoire, où la commune n'a pas été questionnée, ou n'a pas eu son avis à donner, quoi. Mais tous ne sont pas d'accord pour le passage des trains dans les communes, notamment le collectif de la protection de la vallée de l'Ornain. Il y a quelques mois, une réunion a été organisée à Bar-le-Duc pour alerter sur les problèmes que vont causer ces trains. Le paysage va changer. Des personnes qui avaient l'habitude d'aller faire leur jardin et de traverser les voies ne pourront plus. Et puis, au niveau écologique, tout va être bétonné, il va y avoir des bassins de rétention, il va y avoir du béton partout. Donc le cadre de vie va être modifié. Et puis les nuisances du fait d'avoir à terme des colis quand même qui transportent des déchets hautement radioactifs qui passeront devant leurs fenêtres. Donc les personnes ne comprennent pas qu'on réhabilite cette voie qui a servi autrefois à transporter des passagers et des céréales, mais aujourd'hui pour des déchets, les gens ne sont absolument pas d'accord. Beaucoup de personnes n'ont pas été informées lors de l'achat de leur maison et aujourd'hui ils se disent qu'est-ce qu'on va en faire? Nos enfants ne viendront pas y habiter et nous on n'arrivera plus à la vendre. Des cartes sont aussi mises en avant avec des déraillements de trains qui ont lieu dans la région ces dernières années. Pour eux, le message est clair, pas de voie ferrée. Pourtant, pour le projet Cigéo, ce chemin de fer est nécessaire pour acheminer d'abord les matériaux, puis les déchets nucléaires. C'est un élément primordial pour le chantier. Cette voie, elle est nécessaire effectivement d'une part à la construction de Cigéo et également à son exploitation quand il sera autorisé pour pouvoir acheminer les colis de déchets radioactifs. L'impact de l'utilisation de la voie ferrée est plus intéressant, c'est-à-dire qu'il est moins important que si nous avions circulé qu'avec des camions, que c'est ce choix-là qui a été retenu. Il n'a pas été retenu par l'Andra seul, il a été retenu après une concertation, mais je ne partage pas le fait que ça n'a pas été fait avec beaucoup de concertation. L'hypothèse d'un accident n'est pas exclue, et que donc pour être autorisé à transporter les matières dangereuses, dans notre cas, si je vais uniquement sur la partie colis de déchets radioactifs, il faudra que ces colis de déchets radioactifs soient emballés dans des emballages de transport qui respectent une réglementation bien spécifique et qui aura permis de démontrer que même en cas d'accident, incendie, immersion si après l'accident les colis devaient tomber dans un lac, un étang ou une rivière, en fait l'impact reste totalement maîtrisé. Pour autant, les travaux de réhabilitation ne commenceront pas avant 2028. Quoi qu'il arrive, les trains Castor devraient circuler sur ces 36 km de voies à partir de 2032. Tout autre chose désormais, il avait posé ses crayons à Saint-Dizier en 2023, le temps d'une résidence d'artiste. Pendant un mois, Jean Chauvelot avait arpenté les rues de la ville, observé les habitants et transformé son regard en dessin. Ce soir, il revient avec le résultat, ça s'appelle Chronique Bragarde. C'est une bande dessinée pleine d'humour, de tendresse mais aussi de piquant qui dresse le portrait de la cité bragarde telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait être. Je vous propose de revoir les prémices de ce projet. Assis au fond de la médiathèque, Jean Chauvelot est concentré sur ses planches. Depuis une semaine, l'enfant du pays a commencé sa chronique sur la ville de Saint-Dizier. C'est le mec à qui j'ai acheté mon abonnement Presto Grand Est là. Pendant un mois, il va se promener
observer et décrire la ville pour créer une bande dessinée. J'ai une carte blanche, j'ai le droit de parler de n'importe quoi, de ce que je veux, avec l'angle que je veux. Donc le problème de l'inspiration se pose forcément. Alors après, moi, ma punchline, c'est tout le temps de dire l'inspiration, c'est pour les amateurs. Nous, les professionnels, on se lève et on va bosser. Et comme c'est du reportage que je fais, j'ai pas vraiment besoin d'inspiration, je dois juste aller au-devant au maximum de tout. Et il y a bien quelque chose qui va me donner envie d'en parler. Très attaché à Saint-Dizier, le dessinateur a déjà été en résidence artistique au collège Anne-Franck l'année dernière. Cette nouvelle chronique, c'est pour lui une sorte de retour dans le passé. Je me rends compte que c'est en train de beaucoup de parler de la confrontation entre les souvenirs que j'en avais et ce que la ville est en train de devenir. Alors je comprends rien à ce qu'elle est en train de devenir, mais je constate qu'il y a des tas de changements qui ont eu lieu et qui ont lieu en ce moment, à quelques travaux à droite à gauche. Des nouvelles choses, des choses auxquelles je tenais qui sont plus là. Son but, créer des planches de BD qui parlent aux bragards. Jean produit environ 2 à 4 pages par jour et essaye de mettre en valeur les lieux, les bâtiments et les commerces emblématiques de la ville. La foire de Pâques, le Muse ou encore l'hôpital André Breton font partie de ses derniers dessins. À chacun de ces repérages, l'artiste se laisse, en quelque sorte, porter par la ville. J'ai essayé de jouer le jeu de faire ça un lundi matin, par exemple. Et comme les vrais gens souvent travaillent le lundi matin et que tous les commerces sont fermés, j'ai erré comme ça dans Saint-Dizier en me disant bon, une rencontre, un endroit. Ce qui était cool parce que je me suis vraiment promené, j'ai regardé les bâtiments, j'ai pris des notes, j'ai fait des photos, j'ai fait quelques dessins à droite à gauche. Et puis j'ai fini au café de l'agriculture, boire un coup. Parce que là c'était ouvert et là il y avait du monde. En attendant la fin de sa résidence, l'Enfant du Pays poste en ligne toutes ses pages et expose son travail à la médiathèque de Saint-Dizier. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile qui est toujours gratuite. Juste après, nous vous proposons de découvrir l'histoire bouleversante de Jessie. C'est un jeune Haut-Marnais qui a décidé de lutter contre sa dépendance au PTC. Mais tout de suite, le point sur votre météo.